Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dénonce de nouveaux cas d'exécution attribués à Jean-Ernest Muscadin. Dans son dernier rapport trimestriel, le BINU attribue au moins 27 exécutions au commissaire du gouvernement de Miragouane. Malgré les alertes de l'ONU, le commissaire de Miragouane conserve un large soutien populaire. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré jeudi, à l'issue de la réunion du G7 au Canada, qu'il n'était pas envisageable de laisser les Kenyans intervenir seuls en Haïti avec 2000 soldats. Il a expliqué que les pays du G7 financeront la première moitié de la phase de transition jusqu'à la fin de l'année. Et puis signature d'un nouvel accord politique pour une transition d'1 an. Plusieurs partis politiques, regroupements et organisations de la société civile ont signé le 12 novembre un document intitulé « Consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition ». Un exécutif bicéphale, une commission de désignation et un comité de suivi sont prévus jusqu'aux élections de 2027. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Dans son dernier rapport trimestriel, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, mentionne de nouveaux cas d'exécution extrajudiciaire attribués au commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernest Muscadin, dont le nom circule comme possible candidat à la présidence. Le rapport indique qu'un homme armé a été abattu par le commissaire le 23 juillet 2025 à Miragouane. L'institution rappelle qu'au trimestre précédent, M. Muscadin avait déjà exécuté 27 personnes sans être inquiété. Le BINU précise aussi qu'en octobre 2024, 2 rapporteurs spéciaux de l'ONU avaient demandé au gouvernement haïtien de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires impliquant le commissaire. Malgré ces alertes, M. Muscadin demeure en poste et bénéficie d'un fort soutien populaire. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré jeudi, à l'issue de la réunion du G7 au Canada, qu'il n'était pas envisageable de laisser les Kenyans intervenir seuls en Haïti avec 2000 soldats. Il a expliqué que les pays du G7 financeront la première moitié de la phase de transition jusqu'à la fin de l'année et qu'il faudra mobiliser d'autres fonds pour la seconde phase ainsi que pour la force de répression des gangs. M. Rubio a salué l'engagement du Kenya et affirmé que les États-Unis ne souhaitent pas le laisser seul dans cette mission. Cette déclaration a été relayée par le département d'État américain. Un premier groupe de 23 policiers haïtiens a quitté le pays le 12 novembre 2025 pour la Colombie afin de suivre une formation spécialisée. Cette initiative, soutenue par le gouvernement colombien, s'inscrit dans un programme de coopération entre la PNH et la police colombienne. D'une durée de 12 mois, le programme prévoit la formation d'environ 400 policiers dans les domaines de la sécurité publique, de la lutte contre la criminalité et la gestion de situations complexes. Autre dossier, les relations haïtiano-dominicaines restent bloquées. Même si les autorités dominicaines disent être prêtes à renouer le dialogue avec un gouvernement haïtien élu, rapporte Jean-Michel Carrois. Selon le correspondant de Métropole en terre voisine, la société dominicaine est désormais divisée entre les ultranationalistes et les milieux économiques affectés par le manque de main-d'œuvre haïtienne. Par ailleurs, la République dominicaine n'envisage pas de participer à la force de répression des gangs, même s'il est possible qu'elle serve de base arrière médicale, comme ce fut le cas pour la mission multinationale de soutien à la sécurité, explique notre correspondant. Jean-Michel Carrois ajoute que l'administration du président Louis Abinader s'active sur le plan diplomatique pour trouver des financements à la force de répression des gangs. Il n'y a pas de déclaration officielle concernant cette nouvelle force du côté des autorités dominicaines. Là, ce qu'on sait c'est que la position dominicaine n'a pas changé par rapport au soutien qu'elle apportait à la force kenyane, c'est-à-dire que la République dominicaine est toujours évidemment à la
dispositions pour l'évacuation, par exemple, d'éventuels blessés de cette nouvelle force, comme elle l'avait fait avec la force kenyane. Et la République dominicaine continue d'être très active sur le plan diplomatique, notamment pour essayer d'obtenir le financement, les moyens de constituer donc cette nouvelle force. Le président dominicain, Luis Abinader, comptait beaucoup sur le sommet qui devait avoir lieu d'ici la fin de l'année et qui a finalement été reporté, comme vous le savez, le sommet des Amériques, qui a été reporté notamment en raison des actions militaires des États-Unis dans la région, dans la mer des Caraïbes, les attaques contre de supposés bateaux de narcotrafiquants et le déploiement très récent, par exemple, du porte-avions le plus important de la flotte américaine pour menacer le Venezuela. Donc tout ça a créé un climat qui a fait que ce sommet a été reporté et la diplomatie dominicaine qui espérait utiliser ce sommet sur le sol dominicain pour de nouveau parler d'Haïti, pour de nouveau inciter la communauté internationale à tenir ses engagements par rapport à Haïti, eh bien, ce sommet est reporté, sine die, sans date précise. Mais sur le plan de l'appui à la nouvelle force, la position dominicaine n'a pas évolué. Il n'est pas question d'envoyer des soldats, des militaires ou des policiers dominicains en Haïti pour les raisons historiques que tout le monde connaît, à savoir pour la relation historiquement complexe qu'il y a eu entre les deux travailleurs haïtiens. Il n'y a pas d'accord, il n'y a rien du tout qui permettrait, par exemple, à cette force d'utiliser le territoire dominicain et les infrastructures dominicaines dans le cadre de cette mission. Alors, comme je vous le disais, il y a, pour l'instant, comme cette mission est en cours de formation, on n'a pas eu beaucoup de détails, comme vous le savez beaucoup mieux que moi. Tout ça dépend très largement de Washington, de Marco Rubio, le secrétaire d'État, et du président Trump. Pour l'instant, il n'y a pas eu de détails officiels côté dominicain. Ce qu'on sait, c'est que les canaux d'information et d'échange avec l'administration, notamment avec Marco Rubio et le canciller dominicain, le ministre dominicain Roberto Alvarez, sont assez fluides. Donc, ils ont évidemment évoqué ces questions, mais il n'y a pas eu d'information publique, si ce n'est qu'on sait par des voies diverses que la position dominicaine sera globalement la même que par rapport à la force kenyane, à savoir que la République dominicaine met à disposition ses hôpitaux, ses services sanitaires, mais il n'est absolument pas question qu'il y ait une intervention militaire ou policière de quelque forme que ce soit en Haïti. Ça, c'est une position qui n'a pas du tout évolué. Les États-Unis de Donald Trump ont lancé une opération navale contre le Venezuela. Est-ce que vous avez une idée de la position de la République dominicaine concernant ce dossier? Alors là aussi, la République dominicaine reste prudente. Elle n'a pas condamné, à la différence, par exemple, du président colombien, Petro, qui a condamné, critiqué, d'autres pays comme le Brésil ou le Mexique qui ont exprimé leur crainte et leur réticence par rapport à des actions qui violent le droit international, des actions extrajudiciaires contre des navires qui sont supposés être des navires de narcotrafiquants sans qu'il y ait de preuves apportées par les États-Unis. La République dominicaine est très prudente par rapport à l'administration Trump et Rubio pour différentes raisons, pour essayer de conserver certains avantages tarifaires, droits de douane et économiques dans le cadre des exportations de zones franches vers les États-Unis. Et pour l'instant, donc, c'est, je dirais, plutôt profil bas par rapport à cette question, qui était évidemment un des obstacles importants qui a entraîné, comme je vous le disais au début, le report du sommet qui devait avoir lieu à Saint-Domingue, à Punta Cana, avant la fin de l'année.
Parlons à présent politique. Comme annoncé en titre, plusieurs partis, regroupements et organisations de la société civile ont signé le 12 novembre un document intitulé « Consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition ». L'accord prévoit une transition d'1 an menée par un exécutif bicéphale composé d'un président et d'un premier ministre. Les structures signataires incluent EDE, Petite Dessalines, KID, VEO, Ensemble Nous Forts, Palmis, l'accord du 14 août, le réseau paysan haïtien et le ROSPO. La transition doit s'achever le 7 février 2027 avec l'investiture d'un nouveau président. Une commission nationale de 7 membres désignera 3 candidats à la présidence de la transition, parmi lesquels les signataires choisiront un nom. Le Premier ministre sera également désigné sur la base d'un consensus. Un comité de suivi de 9 membres sera chargé du contrôle de la transition. Claude-Joseph, leader d'EDE, indique que les discussions sont déjà en cours pour mettre en place les structures avant le 7 février 2026. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Institut Panos a lancé le projet Stop à l'intox, l'influence au service de l'information responsable, destiné à renforcer les compétences des journalistes en ligne et des influenceurs face à la désinformation. Le projet prévu d'août 2025 à mai 2026 combine formation, outils pédagogiques et campagnes de sensibilisation. Dans un contexte marqué par la propagation rapide de rumeurs sur les réseaux, cette initiative vise à améliorer la qualité de l'information et à encourager une consommation plus responsable des contenus numériques. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierly et de Guy Trichoisy. L'Institut Panos, en partenariat avec le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens, a présenté officiellement le projet Stop à l'intox, l'influence au service de l'information responsable ce jeudi 13 novembre. Ce projet vise à renforcer les compétences des journalistes des médias en ligne et des influenceurs numériques face au désordre de l'information en Haïti, selon le coordonnateur de l'institution, Jean-Claude Louis. Renforcer la lutte contre la désinformation, qui s'est employée à travers le monde et employée particulièrement en Haïti. Côté, nous, pour la promotion d'une information responsable, une information qui est capable d'aider le monde, au lieu de détruire vie, au lieu de porter préjudice à la population et avec les citoyens, parce que les citoyens ont droit à une information de qualité pour bien-être. Dans un contexte où rumeurs et fausses informations se propagent rapidement, notamment via l'expansion des réseaux sociaux, cette initiative contribuera à restaurer la confiance dans l'information, renforcer les compétences des journalistes, sensibiliser la population à une consommation responsable des contenus numériques, poursuit-il. Ou faire circuler fausses informations sont pas en compte. Donc, il est important que l'information soit capable de juger est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est utile. Maintenant, Panos, nous avons un guide que nous produisons, un guide qui permet que les journalistes soient capables l'information sortie, de capable garder, chercher pour elle, est-ce que l'information est crédible, est-ce que c'est une information qui est utile, qui est au cabaye à l'audience, qui est au cabaye à la société. Offrir des formations spécialisées à 50 journalistes, web et influenceurs sur le fact-checking et les pratiques numériques responsables, créer des outils pédagogiques pour pérenniser les apprentissages, lancer une campagne numérique participative, Stop Intox pour sensibiliser le public et encourager la vigilance face à la désinformation. Tels sont les objectifs de ce projet, affirme le coordonnateur de l'Institut Panos. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dénonce de nouveaux cas d'exécution attribués à Jean-Ernest Muscadin. Dans son dernier rapport trimestriel, le BINU attribue au moins 27 exécutions au commissaire du gouvernement de Miragoâne. Malgré les alertes de l'ONU, le commissaire de Miragoâne conserve un large soutien populaire. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré jeudi, à l'issue de la réunion du G7 au Canada, qu'il n'était pas envisageable de laisser les Kenyans intervenir seuls en Haïti avec 2000 soldats. Il a expliqué que les pays du G7 financeront la première moitié de la phase de transition jusqu'à la fin de l'année. Et puis signature d'un nouvel accord politique pour une transition d'1 an
Plusieurs partis politiques, regroupements et organisations de la société civile ont signé un document intitulé « Consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition ». Un exécutif bicéphale, une commission de désignation et un comité de suivi sont prévus jusqu'aux élections de 2027. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.